Ok, super. Donc, merci d'être là. Je sais que c'est très difficile de se réveiller le matin. Moi, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, moi, c'est Guillaume Villon de Benveniste. Donc, je suis ici suite à l'invitation de Nicolas Pesquet et de Marie-Pierre Dequier. Donc, c'est pas la première fois que je donne une conférence dans le cadre de votre cours. J'en ai d'ailleurs déjà donné les années passées. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler de l'innovation et de pourquoi l'innovation, c'est un vecteur de compétitivité absolument majeur, en tout cas jusqu'en 2030. C'est-à-dire d'ici les 15 prochaines années. Donc voilà. Alors, je travaille pour Fujitsu. Donc, ici, il y a Benjamin Apollo aussi, le directeur général de Fujitsu France. Donc, moi, je suis en charge de l'innovation chez Fujitsu en France. Et je suis l'auteur d'un livre, qui est Les secrets des entrepreneurs de la Silicon Valley, donc aux éditions Erol. Et je suis également l'auteur d'un blog qui s'appelle The Innovation and Strategy Blog, qui est un blog d'innovation et de stratégie, comme son nom l'indique. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'innovation de manière relativement simple. Parce que parfois on peut avoir des discours un peu compliqués sur ce sujet. Et puis par ailleurs, il arrive aussi qu'on rentre dans toutes sortes de considérations un peu techniques qui fait qu'on perd un peu les enjeux commerciaux et de management qui sont liés à l'innovation. Donc on va se demander pourquoi est-ce qu'il faut innover et ensuite comment il faut innover. Et j'aimerais commencer de manière un peu particulière en parlant de la Belle Époque, qui est une période de l'histoire française et européenne, et qui est une période qui va de 1873 à 1913. Et dans cette période-là, il y a entre 90% et 100% des entreprises du CAC 40 d'aujourd'hui qui ont été créées. Puisque aujourd'hui, l'âge moyen des entreprises du CAC 40, c'est de l'ordre de 103 ou 104 ans. Et donc, toutes ces entreprises sont nées à la Belle Époque. Il y a à peu près 25 nouveaux secteurs industriels qui sont créés, comme la chimie, le cinéma, l'automobile, l'aviation, etc. Et dans ces 25 nouveaux secteurs industriels, donc la France est leader dans à peu près 20 de ces nouveaux secteurs. Et on vit encore de cet héritage d'innovation. Et finalement, on peut voir l'histoire économique du XXe siècle comme un siècle où on a amélioré ce qui a été inventé à la Belle Époque. C'est aussi un moment, et on le voit ici avec le palais de l'électricité qui figure sur cette photo, donc, qui était au Champ de Mars. Le palais de l'électricité, donc, c'est la technologie un peu disruptive, c'est comme le digital aujourd'hui, c'est la technologie nouvelle de cette époque. Et figurez-vous qu'à ce moment-là, en 1900, donc la ville de Paris accueille de l'ordre de 70 millions de personnes venues du monde entier pour l'exposition universelle, donc 70 millions de personnes, dans une planète qui compte 1,7 milliard d'individus. Aujourd'hui, il y a 7 milliards d'individus, et on accueille plus que 70 millions de personnes, mais il y a les avions, l'automobile, et beaucoup de choses qui n'existaient pas. Il n'y avait pas le transport de masse à la Belle Époque. Donc en fait, si j'ai voulu parler de la Belle Époque, c'était pour dire qu'on trouve un certain nombre de personnes, aujourd'hui, en France, qui estiment que l'innovation, c'est pas un truc pour les Français, ou que c'est quelque chose qui appartiendrait aux Américains. Voilà, donc c'est complètement faux, puisqu'il y a une période relativement récente de notre histoire, où la France était en quelque sorte la Silicon Valley du monde. Et puisqu'il est très tôt le matin, on va commencer avec un quiz. Donc, quel est le point commun entre tous ces logos? Ah, c'est le test. Non? Non? Ok, vous n'avez pas d'idée? Vous n'avez pas? Vous voulez tenter votre chance? Non? Ça se base sur la technologie. Oui, c'est basé sur la technologie. Et en fait, ces entreprises ont été, à différents moments de leur histoire, des leaders de l'industrie musicale. C'est ça le point commun. Et on peut mettre des dates
les périodes historiques qui permettent de dire à quel moment elles ont été leaders de l'industrie musicale. En particulier, donc RCA a été leader dans les disques 45 tours, Sony a été leader dans les CD, Apple dans les devices pour écouter de la musique, Deezer et Spotify dans le streaming, Philips dans les cassettes audio. Et en fait, ça doit quand même nous interroger, ça doit interroger les actionnaires, les dirigeants, les employés de toutes ces structures, parce que si on suppose que vous êtes employé dans l'une de ces entreprises, vous êtes 4 dirigeants par exemple, si vous êtes dans l'entreprise leader du marché de la musique et que vous n'êtes pas capable de garder votre position de leadership, ce n'est pas forcément la meilleure chose qui puisse vous arriver, puisque si vous perdez votre position de leadership, vous allez perdre beaucoup de chiffre d'affaires, vous allez perdre beaucoup de profitabilité, et puis bientôt vous n'aurez plus de job, donc c'est pas le top. Et puis si vous êtes actionnaire, peut-être vous avez investi je sais pas moi, une partie de vos économies dans une de ces entreprises. Si l'entreprise perd des marchés importants, l'action va diminuer et donc vous aurez perdu une partie de votre mise. Donc, et par ailleurs, si vous êtes dirigeant, ce qui est problématique, c'est que maintenant un dirigeant en principe, c'est de maintenir et en particulier d'accroître la compétitivité de son entreprise. Et si quand on change de forme produit, parce que chaque élément là, c'est ce qu'on appelle une forme produit. Quand on change de forme produit, vous perdez votre leadership, vous n'avez pas fait votre job de dirigeant. Donc je me permets une remarque rapide. Donc effectivement, comme je disais, chaque élément qui figure là-haut, c'est une forme produit, c'est-à-dire un ensemble de technologies et aussi un système économique qui fabrique quelque chose qui vous permet d'écouter de la musique. Et on voit que, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, derrière chacune de ces formes produits, il y a une technologie différente. Par exemple, le iPod et Deezer, c'est la technologie digitale. Philips, c'est la technologie magnétique. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, ce qui est remarquable, c'est que les entreprises leaders, en général, ont beaucoup d'argent, puisqu'elles ont des parts de marché importantes, comptables. Mais quand on change de forme de produit, en dépit de tout cet argent qui leur permet d'avoir les meilleurs talents, les plus grands experts, etc., de négocier les meilleurs accords commerciaux de distribution ou d'approvisionnement, en dépit de tous ces avantages, dès qu'on change de forme de produit, les entreprises ne sont pas capables de maintenir leur position concurrentielle. Donc ça, c'est quand même extrêmement problématique. C'est d'autant plus problématique que lorsqu'on passe d'une forme de produit à l'autre, ça ne concerne pas simplement l'entreprise en question. C'est-à-dire que quand on passe des cassettes au CD, c'est pas juste une perte pour Philips. Parce que pour faire une cassette, il faut avoir un fournisseur qui vous fait la bande magnétique. Il faut un autre fournisseur qui fait la sorte de boîtier en plastique. Il faut un fournisseur qui fait les bobines, ou il faut assembler tout ça d'une certaine manière. Et en fait, de la même manière, quand vous passez de Sony CD à iPod, vous avez les CD, on les achète dans des magasins physiques. Donc, il y a toute une chaîne de distribution. Voilà, et avec l'iPod, eh bien, on peut acheter de la musique de manière dématérialisée, c'est-à-dire sans aller dans un magasin, dans son salon, on peut acheter de la musique. Donc il y a une remise en cause des modes d'acquisition, des modes d'achat, et donc ça remet en cause l'ensemble du système économique en question. Et en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que le taux de survie de ce qu'on a parfois appelé la structure industrielle, c'est-à-dire les fournisseurs et les distributeurs qui sont liés à une forme de produit particulière. Donc le taux de survie de toutes ces entreprises, c'est 9%. C'est-à-dire que quand on passe, par exemple, des CD à l'iPod, il n'y a que 9% des entreprises qui survivent à cette transition. Donc si vous êtes, alors tout à l'heure on a dit que vous étiez dirigeant dans une des entreprises, mais vous pourriez aussi être dirigeant dans un des fournisseurs, chez un des fournisseurs ou dans la chaîne de distribution. Donc si vous êtes là, la chance de survie de votre entreprise c'est 9%, donc c'est vraiment très très faible. Et une dernière remarque, vous voyez que les changements de forme de produit sont quand même assez
ça se passe quand même souvent, c'est-à-dire c'est à peu près tous les 15 ans, et puis ensuite ça se raccourcit. Donc ça veut dire que, si vous êtes investisseur, vous avez placé votre argent pour finalement une durée très courte, si on compare à d'autres investissements qu'on peut faire. Et enfin, c'est la dernière remarque, on voit que plus on avance dans le temps, plus le temps qu'il faut pour passer d'une forme produit à une autre, plus il diminue. Et c'est pour ça qu'on dit parfois que la technologie accélère les mutations économiques. Alors, ce qu'il y a d'encore plus remarquable dans ce graphe, c'est que chacune des entreprises qu'on a vues tout à l'heure ont mis en place beaucoup de stratégies industrielles de compétitivité. Donc moi, j'en ai dénombré 8, mais je pense qu'une autre personne pourrait en trouver encore 9, 10, 11, 12. Je pense que 8, c'est déjà pas mal. Et en fait, toutes ces stratégies de compétitivité, c'est des stratégies qu'on entend souvent parler. Par exemple, le fait d'investir beaucoup en recherche et développement. Par exemple, Sony, au tournant des années 2000, déposait de l'ordre de 1200 brevets par an. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, l'entreprise qui dépose le plus de brevets en France, elle en dépose de l'ordre de 1050. Donc 1200 brevets par an, c'est considérable. Et au moment même où elle déposait autant de brevets, elle était en train de perdre sa position de leader dans le domaine de la musique, puisque Apple était en train de fabriquer l'iPod. De la même manière, on ne peut pas accuser les entreprises qu'on a vues au tableau, comme on ne peut pas les accuser d'avoir manqué de vision managériale, puisque parmi les entreprises qu'on a citées, il y a quelques-uns des plus grands capitaines d'industrie, en particulier donc Steve Jobs, et aussi Aiko Morita, qui était le PDG de Sony, qui a inventé le mal. Et puis il y avait aussi d'autres grands industriels. Toutes ces entreprises ont procédé à des programmes de réduction des coûts. Donc on pourrait citer plusieurs exemples, mais je peux de nouveau citer le cas de Sony, qui a procédé à un licenciement de 30% de ses effectifs dans la filiale américaine. Et ça, c'est considérable dans une entreprise japonaise où la culture, c'est d'avoir un job à vie. Chaque entreprise a amélioré ses produits, donc on a fait des CD qui étaient des cassettes audio qui étaient de plus en plus robustes. L'iPod, chaque année, il y a un nouvel iPod qui était meilleur, qui était plus solide, plus ergonomique, etc. Il y avait une très bonne gestion des fournisseurs, et il y a eu aussi, notamment dans les années 80, une très grande activité de fusion-acquisition, c'est-à-dire le fait de racheter soit la chaîne de distribution, soit les entreprises, les record companies, donc les labels qui font la musique. Dans les années 80, le secteur où il y avait le plus de fusion-acquisition dans le capitalisme on va dire occidental, c'était la musique. Donc c'est incroyable de se dire que au moment où il y a tout ça, on n'est pas capable de maintenir des positions concurrentielles. C'est aussi des leaders qui ont qui ont utilisé leur technologie pour aller sur des marchés qu'on appelle adjacents. Par exemple, la cassette audio est devenue vidéo, le CD est devenu CD-ROM, il est devenu DVD-ROM. Et avec ça, on touche de nouveaux usages, donc de nouveaux marchés, donc un nouveau public, etc. Et donc ils ont vraiment réussi à exploiter leurs différenciateurs technologiques. Ensuite, il y a eu tout un travail sur la compréhension des clients qui a été fait. Et donc, si vous voulez, ce qui est quand même perturbant, c'est qu'en dépit de tout ça, en dépit de tout ce travail de direction, on n'est pas capable de maintenir des positions concurrentielles qui sont pourtant intéressantes pour l'entreprise. Et donc, ça pose la question de pourquoi c'est très difficile d'innover. Et dans mon livre, j'ai un chapitre entier là-dessus. Et on ne va pas traiter toutes les raisons de ça, parce que ça serait trop long. On va traiter d'une seule raison qui est à la fois la plus difficile à comprendre, et c'est aussi la plus difficile à expliquer. Et je pense que c'est la plus importante, c'est la plus fondamentale, donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de celle-là. Alors, quelques éléments rapides. Donc là, c'est les temps modernes, donc Charlie Chaplin. On est en 1933. Et on est dans une usine
et je vous laisse découvrir la suite. Voilà, donc ça c'était les temps modernes, 1933, donc Charlie Chaplin. Donc, qu'est-ce que c'est que cette usine? C'est une usine où on fabrique des voitures, une automobile. C'est une usine Fordiste. Et les usines Fordistes sont distinguées à partir de 1907 parce que c'était des usines qui étaient électrifiées. C'est pour ça d'ailleurs que l'entreprise Ford s'est imposée mondialement par rapport notamment aux concurrents français. Notamment en France d'ailleurs, André Citroën, il a été un acteur très important de ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, qu'on appelle aussi le taylorisme, quand ça a été adapté aux US. Et donc, dans l'organisation scientifique du travail, on séquence l'activité de production en un ensemble d'activités de production extrêmement simples, et on crée une chaîne de production, qu'on a vu là de manière très explicite, et on demande à chaque ouvrier d'exécuter une action de production très précise, et on espère que l'addition de ces activités de production les unes derrière les autres permettent d'augmenter l'efficacité, la productivité, chaque ouvrier étant en quelque sorte un expert de l'activité de production qu'on lui demande de réaliser. Et ça a été le paradigme de production de référence pour le XXe siècle. Ça suppose aussi qu'on concentre en un seul endroit l'ensemble des activités de production, donc dans une très grande usine. Je dis ça parce que au tout début du XXe siècle, par exemple pour faire des Renault ou des Citroën, eh bien, on n'avait pas du tout d'usine, on avait des ateliers en fait. Et pour faire une Renault ou une autre voiture, il fallait travailler avec une soixantaine d'ateliers. Donc Henry Ford, ainsi que André Citroën, ils ont souhaité rassembler l'ensemble de ces activités de production en un seul endroit. Et ce qu'on voit aussi de remarquable dans ce film très court, c'est que le client est absent. Autrement dit, on fait un bien de consommation sans connaître, sans voir le client. Et ça, c'est parce qu'on sait tellement bien ce que veut le client. C'est tellement évident qu'il y a plein de gens qui veulent acheter de l'automobile qu'on n'a pas besoin du regard du client pour nous dire « Ah oui, il faudrait que la voiture ait 3 roues, ou bien 4 roues, ou bien 5 roues. » Donc en fait, là, on est vraiment dans un état d'esprit où on veut répondre à la demande. Donc ça met une forte pression sur des enjeux de productivité. Et donc c'est pour ça qu'on a créé des usines Fordistes. Ce qu'on a pu également voir dans ce documentaire, dans ce film, on va se repasser très vite. Donc là, on voit bien que chaque ouvrier a une tâche qui lui est assignée, qui est à chaque fois qui est différente. Donc Charlie Chaplin doit, semble-t-il, serrer des boulons, et puis son collègue doit taper de manière verticale sur le boulon en question. Et donc là, on voit que tout se passe bien, mais le contremaître, qui figure à gauche, demande à Charlie Chaplin d'accélérer la cadence. Et finalement, ça a été l'histoire du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a créé de nouvelles formes de produits au XXe siècle, par exemple l'automobile, et l'enjeu principal, notamment dans les années 50, ça a été de répondre à la demande. Par exemple, dans les années 50, il fallait 6 ans entre le moment où vous vouliez acheter une voiture et le moment où vous la donnez, parce que les gens chez Renault étaient tellement occupés de répondre à la personne d'avant qui avait commandé la voiture qu'il y avait un dégage de 6 ans entre l'achat et l'obtention du bien. Donc là, le contremaître demande d'accélérer la cadence. Donc là, ça va bien. Et là, il y a donc ce qu'on appelle en supply chain un facteur de variabilité. Donc
en principe, c'est pas des mouches. En principe, c'est beaucoup plus grave qu'une mouche. C'est une tempête. C'est, je sais pas, une coupure de courant absolument majeure. C'est quelque chose de très grave. Et là, c'est juste une mouche. Et donc, on voit que la mouche, donc là, on voit que l'organisation scientifique du travail n'a pas permis d'imaginer la situation où une mouche vient déranger un ouvrier. Et donc le contremaître, on avait réduit à taper sur la mouche qui en fait paraît, donc finalement il se retrouve, comme vous l'avez vu, à taper sur les chapitres. Donc ce qui ensuite crée un désordre. Vous avez vu qu'on a perdu du temps là sur la chaîne de production. Vous l'avez vu ça ou pas? Oui. Voilà. Et finalement, donc, du fait d'une erreur humaine, donc on doit arrêter l'ensemble de la chaîne de production. Donc en fait, c'est pour dire que, à force d'organiser de manière scientifique le travail, on a eu des difficultés à composer avec les circonstances et les caractères aléatoires des circonstances, même les plus élémentaires. Donc, si c'est ça l'entreprise, parce que, évidemment c'est une parodie, hein, vous pouvez imaginer la difficulté qu'il y a à concevoir quelque chose de totalement nouveau. C'est-à-dire, si déjà vous fabriquez une voiture, vous n'arrivez pas à gérer le cas de la mouche qui vient distraire un ouvrier, qu'est-ce que c'est quand on vous demande de créer quelque chose qui n'est pas une voiture? Parce qu'en fait, au XXe siècle, on a construit une entreprise dont l'objet principal consistait à répliquer les activités de production de l'ensemble des ouvriers et aussi de répliquer le modèle économique. Mais quand ce qu'on vous demande, c'est de faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire quand vous avez créé une chaîne de production pour faire des cassettes audio, et là, vous vous rendez compte qu'il faut faire quelque chose de nouveau parce qu'il y a une nouvelle technologie, comment est-ce que vous y prenez? Qu'est-ce que vous faites avec tout cet appareil de production? Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces chaînes de montage? Parce qu'elles ne sont plus adaptées à la nouvelle forme produit. Donc il faut faire quelque chose de totalement nouveau, et donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'innover. Ça demande de changer totalement son appareil de production, d'avoir des compétences nouvelles, parce qu'on ne va plus chercher à produire le même objet. Et donc voilà, c'est comme ça que je voulais vous illustrer la difficulté qu'il y a à innover. Et je dirais juste très vite que parfois on définit les startups comme étant des entreprises qui cherchent leur modèle économique et donc qui cherchent la forme produit qu'ils veulent commercialiser. Par opposition, une entreprise établie, c'est une entreprise qui a trouvé son modèle économique et qui se donne pour mission de la répliquer. C'est une entreprise établie, c'est une entreprise qui a trouvé la forme produit qui est la sienne et qui se donne pour objectif de la produire dans des volumes importants. Donc finalement, d'une certaine manière, la vocation première d'une entreprise, c'est pas d'innover. La vocation première d'une entreprise, c'est de répliquer un modèle économique existant, de répliquer des formes produits existantes. Donc une fois qu'on a dit ça, j'espère que j'ai traité la question de pourquoi il fallait innover. Donc il faut innover parce que, par exemple, à la belle époque, ça nous a réussi. Il faut innover parce que si vous n'innovez pas, vous allez perdre votre position concurrentielle. On l'a vu avec le cas des acteurs de la musique. Et puis en même temps, c'est très difficile d'innover. On l'a vu avec Charlie Chaplin. Donc maintenant, comment on fait pour innover? Alors, pour répondre à cette question, je m'appuie beaucoup sur la Silicon Valley. Donc, je suis allé plusieurs fois à la Silicon Valley. Et donc j'ai d'ailleurs écrit un livre sur cette question. Et il me semble que dans la Silicon Valley, on trouve des enseignements ou des manières d'innover qui sont tout à fait remarquables et qui mériteraient qu'on les étudie, qu'on les comprenne, qu'on les analyse, pour voir dans quelle mesure on peut les appliquer en France. Peut-être expliquer en quoi la Silicon Valley est vraiment devenue l'épicentre mondial de l'innovation, donc avec quelques chiffres très simples. Donc les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, donc elles ont une valeur boursière cumulée, donc ces quatre entreprises, qui est égale
à la valeur boursière cumulée de l'ensemble du CAC 40. Vous avez 4 entreprises californiennes qui existent depuis en moyenne 18 ou 19 ans, l'âge moyen des GAFA. Donc en 18-19 ans, ils ont créé une valeur boursière qui est équivalente à la valeur cumulée des 40 plus grandes entreprises françaises, donc 4 plus 40, qui elles-mêmes existent depuis 103 ou 104 ans. Donc en 20 ans, on a créé autant de valeurs boursières qu'on a créé en un siècle. Et ça montre plusieurs choses. Ça montre que finalement l'économie d'innovation crée beaucoup de valeur et que les méthodes de Charlie Chaplin, en un siècle, ont créé moins de valeur que les méthodes d'innovation. Alors parfois, on réduit la Silicon Valley au GAFA. En fait, c'est une erreur parce qu'il y a à peu près un peu plus de 150 licornes. Les licornes, c'est des entreprises, des startups qui ont une valeur boursière, donc avant d'arriver sur la bourse, qui est supérieure à $1 milliard. Et donc il y a 150 licornes dans la Silicon Valley, 150. Et si on additionne la valeur cumulée de toutes ces licornes, dont le montant, la valeur boursière minimale, c'est $1 milliard, on arrive à un chiffre aux alentours de 720 milliards. Donc 720 milliards, c'est supérieur à la plus grande capitalisation boursière du CAC 40 français. Donc la plus grande entreprise du CAC 40 français fait moins de 700 milliards de valorisation boursière. Ça, c'est quelques éléments qui permettent d'expliquer pourquoi c'est très important, pourquoi la Silicon Valley est vraiment un endroit d'innovation. Bon, il y a beaucoup d'autres raisons. J'aurais envie de dire aussi que, enfin ça je vais en parler rapidement, mais c'est aussi un endroit finalement pas très grand, puisque c'est seulement 3 millions de personnes, la Silicon Valley. On peut faire du nord de la Silicon Valley au sud de la Silicon Valley en 2 heures en voiture sans aucune difficulté, donc ça n'a pas d'embouteillage. C'est vrai que la France, c'est un très grand pays de 65 millions d'individus, donc on compare quand même des choses très différentes. C'est une région, c'est même pas un État aux États-Unis, la Silicon Valley, c'est une région de la Californie. Alors, comment parler de la Silicon Valley? Donc, alors, il y a différentes manières d'en parler. Souvent, en fait, on parle avec la dernière startup qui est à la mode. Le problème, c'est qu'un an plus tard, elle n'est plus à la mode ou elle a été rachetée. Donc ça, c'est pas une bonne manière de procéder. Parfois, on parle de la Silicon Valley en disant qu'il faut faire de la veille technologique, donc dire qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la Silicon Valley, sauf que un an plus tard, c'est plutôt les mêmes technologies qui sont portées au nu. Par exemple, il y a 5 ans, on parlait beaucoup des cours en ligne, des MOOC. Et maintenant, on ne parle plus du tout de ça, enfin beaucoup moins qu'avant en tout cas. Donc il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans un effet de mode qui finalement est très répandu quand on parle d'innovation, et de s'intéresser aux causes entre guillemets profondes et qui resteront vraies, quels que soient les changements de technologie ou les changements de start-up. J'ajouterais qu'on a eu aussi l'habitude, et je crois que c'est parfois une erreur, de demander à un entrepreneur qui a réussi dans la Silicon Valley de nous expliquer ce qu'il a retenu de son expérience. Et ça, c'est bien. C'est bien si cet entrepreneur est capable de s'abstraire de ses conditions particulières et de sa start-up particulière et du moment particulier dans l'histoire où il a réussi, et s'il est capable d'avoir un propos un peu plus général. Alors très souvent, en fait, les entrepreneurs restent très attachés à leur expérience fondatrice, et finalement, quand quelques années sont écoulées, ils ont ce qu'ils disent paraît un peu daté. Donc en fait, il faut regarder les réussites de la Silicon Valley de manière un peu systématique et essayer de trouver dans les différentes réussites qu'on a pu observer des éléments qui se recoupent et qui permettent de trouver des méthodes d'innovation qu'on doit retrouver, on doit réussir à retrouver en tout cas entre différentes startups. Et donc c'est ce genre d'approche-là que j'ai choisi de vous présenter maintenant. Donc, comment on fait pour innover? Donc, on procède toujours en 2 temps, en tout cas c'est ce que je préconise. C'est 1, trouver le problème du client, et 2, trouver une solution pour répondre au problème. Et j'aimerais commencer en vous parlant de manière générale d'un certain nombre de compétences, la première desquelles c'est l'empathie. Ça c'est Daniel Goleman qui apparaît ici. Goleman. Donc,
et il dit que l'empathie, c'est 4 choses différentes. Donc c'est pas, en tout cas, l'empathie, c'est pas une sorte de commisération, de bons sentiments. La personne vous dit « Ah, il m'arrive une tuile » et vous dites « Ah, c'est triste ». Donc c'est pas ça l'empathie, selon lui. L'empathie, c'est, dans un premier temps, c'est l'empathie qu'il appelle opérationnelle. Donc c'est la capacité à connaître le quotidien, par exemple, de votre client. Donc vous connaissez à quelle heure à peu près il se réveille le matin. Donc, moi je sais que, par exemple, tous les matins vous commencez à 8h et que en général vous terminez à 17h. Et que si vous voulez partir aux États-Unis, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, eh bien il faut travailler après 17h. Donc ça c'est une connaissance opérationnelle de votre quotidien. Donc je sais ce que vous faites. Après, il y a l'empathie émotionnelle, mais émotionnelle qui... l'émotion chez Daniel Goleman, et plus généralement chez les comportementalistes, elle est dérivée de l'activité de la personne. Donc par exemple, lorsque votre ami Pierre se lève à 7h30 du matin pour aller en cours, vous savez que Pierre est très content. Mais vous avez un autre ami qui s'appelle Luc, et lui à 7h30 du matin, c'est juste trop difficile, donc il ne peut pas. Et en fait, chacun ressent des choses différentes quand on exerce une même activité. Donc vous devez être capable de dire, Paul, quand il tombe du lit à 7h20 du matin, il ressent une forme d'extase, mais une autre personne ressent quelque chose de différent. Ça, c'est l'empathie émotionnelle. Et puis ensuite, il y a un autre type d'empathie qui est l'empathie cognitive. Donc on va prendre un exemple, je pense qu'il parlera à tout le monde. Donc c'est le fait de restituer le raisonnement des personnes que vous connaissez. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que votre amie Marie, elle vote pour un tel? Mais quelles sont les raisons, selon elle? Je ne sais pas si c'est les bonnes raisons ou si c'est les mauvaises raisons. C'est quel est le raisonnement qui est le sien, qui l'amène à voter pour telle personne? Quels sont les faits qu'elle sollicite en général pour expliquer pourquoi elle vote pour telle personne? Quel est le raisonnement qu'elle a? Est-ce que c'est un raisonnement déductif? Est-ce que c'est un raisonnement inductif? Est-ce que c'est un raisonnement par exemple? Est-ce que c'est un raisonnement par analogie? Marie, elle raisonne d'une certaine manière, et puis une autre personne, Pierre, il raisonne différemment. Et enfin, il y a le quatrième sens de l'empathie, donc ça c'est vraiment le plus important, et c'est celui-là qu'il faut... Mais il découle des 3 autres, c'est vraiment celui-là qu'il faut réussir à être capable... c'est la compétence qu'il faut réussir à obtenir, c'est l'empathie par anticipation. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez que Marie, son quotidien c'est ABC, que chaque activité ABC génère telle et telle émotion, qu'elle pense telle chose pour telle et telle raison, vous devez être capable d'imaginer de nouvelles circonstances et imaginer comment elle va réagir. Et en fait, pourquoi ça c'est très important pour l'innovation? Parce que dans le domaine de l'innovation, vous allez fabriquer un nouveau produit et vous devez être capable d'anticiper comment votre client va s'approprier l'innovation que vous lui avez fabriquée. Et surtout, vous devez être capable d'anticiper s'il va acheter ou pas acheter l'innovation en question. Et l'achat, vous savez que c'est une décision aussi irrationnelle, mais aussi rationnelle, parce qu'on réfléchit avant d'acheter. Et donc, c'est l'ensemble de ces paramètres qu'il faut connaître si on veut réussir à innover. Donc, j'ai imaginé un test qui s'appelle le test Benveniste, qui est génial. Donc, si jamais on vous dit qu'est-ce que vous pensez du test Benveniste, il faut dire c'est génial. Et je me suis appuyé à la fois sur Daniel Goleman, dont on vient de parler, et Alan Turing, qui figure ici. Alan Turing qui a créé le test de Turing, donc en 1956. Et donc le test de Turing, c'est le fait d'avoir 3 salles, sans aucun contact visuel entre 3 salles, et d'avoir un ordinateur dans une salle, un être humain dans une autre salle, et d'avoir des évaluateurs dans une 3e salle. Et dans les protocoles de réalisation contemporains, l'ensemble de ces personnes se communiquent par chat, et on demande aux évaluateurs de poser des questions aux 2 parties. Ils ne savent pas qui est ordinateur, qui est être humain. Et sur la base des réponses qu'ils obtiennent par chat, au bout d'un certain temps, ils doivent pouvoir être capables de dire « Ah, dans la salle B, il y a l'ordinateur, et dans la salle A, il y a l'être humain ». Et le test de Turing est dit être réussi
lorsque l'ordinateur est capable de se faire passer pour un être humain et lorsque l'être humain n'est pas capable de faire valoir son humanité. Et à ce jour, c'est très rare de voir l'intelligence artificielle qui réussit le test de Turing. Il y a quelques moments où on a vu ça. Mais on estime qu'il sera très facile, du fait des progrès de la technologie, pour les ordinateurs de réussir le test de Turing à partir de 2029. Donc moi, j'ai fait le test Benveniste. Et le test Benveniste, c'est pareil, c'est comme le test de Turing. Sauf qu'au lieu de mettre un ordinateur et un être humain, on met un innovateur et un client. Et on pose des questions à l'innovateur et au client. Et l'innovateur doit être capable de se faire passer pour le client. C'est-à-dire qu'il doit avoir une empathie tellement forte pour ses clients que lorsqu'on pose des questions par chat aux deux parties, les évaluateurs, qui sont des managers ou des gens dans l'entreprise, ne doivent pas savoir distinguer l'innovateur du client. Et quand on arrive à ce niveau-là de connaissance du client, donc il y a une empathie pour le client qui est forte, l'innovateur connaît réellement son client, et donc ça c'est très positif. Donc c'est une base qui est très bonne. Je voulais vous parler très vite de comment les choses allaient évoluer dans les 15 années à venir. En 2030, la classe moyenne mondiale, elle sera majoritairement asiatique. Ça, c'est entre 2027 et en 2030 qu'il y aura cette bascule. Dans un monde où, depuis à peu près 120 ans ou 130 ans, les classes moyennes sont occidentales. Et donc, il y a une bascule très importante finalement du marché mondial qui va devenir pour moitié en fait un marché asiatique. Et il est vrai que plus de 40% du pouvoir d'achat, l'ordre de 42%, proviendra d'Inde et de Chine. Et en fait, quand on dit ça, ce qu'on dit également, c'est que, j'ai oublié de le dire à l'instant, mais finalement les classes moyennes aujourd'hui, on a à peu près 1 milliard, c'est-à-dire si on prend toutes les classes moyennes européennes, toutes les classes moyennes nord-américaines, toutes les classes moyennes sud-américaines, toutes les classes moyennes japonaises, chinoises, indiennes, on arrive à 1 milliard. Mais en 2030, si on fait cette même addition, on arrivera à 5 milliards. Donc il y a une multiplication par 5 des clients potentiels si votre entreprise vise les classes moyennes, ce qui en général est le cas, à l'exception des industries du luxe. Mais donc en fait, ça c'est exceptionnel, ça s'est jamais vu dans l'histoire, de voir une augmentation en volume, une multiplication par 5 en volume du marché. Qu'est-ce qui se passe quand on passe de la classe, quand on accède à la classe moyenne? En fait, il y a de plus en plus de dépenses qui sont consacrées aux fans, c'est-à-dire aux activités qu'on pourrait qualifier de culturelles. Et il y a une partie, le pourcentage des dépenses de contraintes en pourcentage sont de moins en moins importantes. Et donc il y a une liberté d'achat qui est de plus en plus importante. Et donc si on regarde le budget des ménages tel qu'on peut l'imaginer en 2030, selon les différentes classes moyennes, donc ça figure en haut, alors ça ne figure pas sur le graphe, on ne voit pas tout en haut là, mais donc on voit que les classes moyennes consacrent à peu près 1 000 $ par an à la culture, et que donc les capacités d'achat des classes moyennes en 2030, ce sera 5 000 milliards de dollars par an. 5 000 milliards de dollars par an, c'est quand même important. C'est presque 2 fois le PIB de la France. Et si on dit que les classes moyennes consacrent 5% de leur argent à la musique, ça fait que le marché de l'industrie musicale sera de 250 milliards par an. Donc ça reste un très gros marché. Alors, juste, j'oublie de dire pourquoi j'ai choisi 2030, parce que 2030, c'est un horizon d'investissement qui est à peu près raisonnable. C'est-à-dire que vous n'allez pas innover pour 2020, parce que le temps de fabriquer le produit, etc., là on est en 2016, il y aura 2 ans, il faudra au moins 2 ans pour faire le produit, pour rencontrer les clients, etc. Et ensuite, il ne vous restera plus que, il faudra le temps pour le commercialiser, etc. Donc ça ne marchera pas, c'est trop court 2020, et donc il faut se projeter au-delà. Donc une fois qu'on a dit ça, donc une des questions très importantes, et là je cite Philippe Colombel, qui est le directeur général de Partech,
un des deux directeurs généraux de Partech, c'est quel marché cibler. Ça, c'est un grand problème à la fois pour les entrepreneurs et pour les entreprises établies. C'est que parfois elles disent « Ah oui, c'est vrai que c'est important d'innover, mais dans quel marché est-ce qu'on va décider de s'investir et dans quel marché est-ce qu'on va cibler ?» Donc il faut, selon Philippe Colombel, viser des marchés qui sont de l'ordre de 3 à 5 milliards de dollars par an par pays du G20. Donc il faut des gros marchés. Et en sachant que si vous prenez 10% de ce marché-là, bah, c'est déjà très important. Ça vous fait un chiffre d'affaires qui est très élevé. Et vous devez cibler un marché où il n'y a pas eu de disruption digitale. Donc là, sur le cas de la musique, c'est sans doute un mauvais exemple, puisqu'il y a eu 2 disruptions digitales. Un premier avec l'iPod et un second avec le streaming. Mais il y a beaucoup d'autres industries où il n'y a pas d'acteurs digitaux encore. Et donc c'est ce genre d'industrie-là qu'il faut cibler. Et enfin, il faut cibler des marchés où la forme produit dominante est une forme produit relativement ancienne. Donc, par exemple, l'automobile ou la télévision. La télévision, ça n'a pas beaucoup changé depuis 30 ans. L'automobile, si on fait exception de Tesla et des voitures autonomes, à conduite autonome et des voitures électriques, il n'y a pas eu beaucoup de disruption digitale dans cette industrie-là. Donc, une fois qu'on a ça, on va faire un premier test benveniste pour tester la rationalité d'achat du consommateur. C'est-à-dire qu'on va mettre un innovateur avec un consommateur et on va poser des questions sur pourquoi est-ce que le consommateur il achète tel produit. Et ensuite, l'innovateur doit être capable de répondre de manière aussi crédible que le consommateur. Et on fait ça avec des consommateurs qui sont français, parce qu'on vise pour partie des classes moyennes françaises, mais on vise aussi des classes moyennes en Inde, en Chine, parce qu'en 2030, ce sera la majorité des classes moyennes à partir de 2027, ce sera des personnes qui viennent d'Inde et de Chine. Et ensuite, on fait aussi la même chose avec les Nord-Américains, c'est un très beau marché, et puis les Britanniques, et puis les Allemands, etc. Donc on demande à l'innovateur d'être capable de rendre compte de la rationalité de l'acte d'achat avec des consommateurs de la classe moyenne, mais de plusieurs pays différents. J'aimerais vous parler vite de 2 personnes, donc Theodore Levitt, qui apparaît ici à gauche. Donc Theodore Levitt, il a expliqué que les consommateurs n'achètent pas, alors là je ne cite pas exactement mot pour mot ce qu'il dit, hein, mais ils n'achètent pas des 45 tours, ils achètent le fait d'écouter de la musique. Et donc, en fait, ce que le consommateur veut, c'est la fonction, c'est-à-dire le résultat. Là où l'homme d'affaires, il veut écouler absolument ses CD ou ses iPods ou ses cassettes vidéo ou ses cassettes audio. Pourquoi ? Parce qu'il a investi beaucoup dans un appareil de production avec Charlie Chaplin. Et donc, pour amortir son investissement, il a besoin qu'il y ait plein de gens qui achètent sa production. Mais le consommateur, vous-même, vos amis, etc., vous n'avez jamais dit « Ah, aujourd'hui, ce matin, si je n'ai pas un Walkman, je me sentirais mal. » Vous vous êtes dit « J'aimerais écouter de la musique » et vous êtes orienté vers la forme produit qui vous semblait être la plus pratique, la moins chronophage, la plus ergonome, la plus accessible, la plus fiable. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette forme produit, c'est le streaming musical. Peut-être que vous êtes nostalgique du Walkman et que vous utilisez encore un Walkman. Peut-être que vous utilisez encore autre chose, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que vous faites un choix rationnel d'utiliser une forme produit plutôt qu'une autre. Et donc, une personne qui figure à ma droite, donc Philippe Kotler, qui est une référence mondiale dans le domaine du marketing et qui a défini le marché comme les produits, la valeur d'un marché, selon lui, c'est le nombre de produits vendus fois le prix du produit. Mais le problème de ça, c'est qu'on en vient à parler du marché des smartphones ou des marchés des Walkman. Mais encore une fois, le consommateur, il ne pense pas comme ça. Il ne pense pas avec une forme produit en tête. Il pense selon la finalité qui est la sienne. Et donc, pour comprendre la finalité du consommateur, il faut se demander ce qu'il doit faire aujourd'hui pour écouter de la musique. Et donc, aujourd'hui, pour écouter de la musique,
il y a un certain nombre de choses à faire, des activités, on pourrait dire des activités de production. Et les activités que j'ai mentionnées ici ont ceci de particulier qu'elles ne font référence à aucune forme de produit particulière. C'est-à-dire que si on faisait le même exercice au XVIIIe siècle, eh bien, on arriverait à peu près à cette manière de présenter des activités à mener pour écouter de la musique. Prenons quelques exemples, si vous voulez bien. Donc, par exemple, il faut se tenir informé des nouveautés musicales. Donc ça peut demander plusieurs choses, ça se pose en plein de choses. Et là, j'ai mis donc, des manières de mesurer l'efficacité ou de rendre compte de l'efficacité quand on cherche à écouter de la musique. Par exemple, il faut pouvoir prendre connaissance d'un maximum de nombre de nouveautés musicales. Et vous voyez qu'il y a toujours la même grammaire. Il y a une notion quantitative avec nombre, ça c'est la 0,1, temps, ça c'est donc aussi en quantité, etc. Il y a une finalité avec le nombre de nouveautés musicales proposées à l'utilisateur. Puis il y a une orientation, donc est-ce qu'on veut maximiser ou parfois on veut minimiser quand c'est le coût, bien évidemment. Et donc, là j'ai noté quelques exemples, mais on pourrait analyser cette première partie en une centaine de cas comme ça. Et juste pour votre information, le smartphone, l'iPhone, on a trouvé à peu près 3000 éléments comme cela pour essayer de comprendre ce que le consommateur cherche à faire quand il utilise un smartphone. Donc par exemple, sur le fait d'acheter de la musique, là, on voit que quand on est passé d'un modèle analogique à un modèle digital, ça a amélioré, ça a minimisé le coût total du matériel, ça a minimisé le temps qu'il faut pour acheter la musique de son choix, etc. Très vite aussi sur le nombre de manipulations. Donc, encore une fois, je vais citer l'iPod, mais typiquement Steve Jobs, il disait qu'il faudrait pouvoir écouter de la musique en 2 manipulations au maximum. Donc il faut que ce soit le plus simple possible pour arriver au but que le consommateur s'est fixé. Et puis il y a toujours une partie spirituelle. Le consommateur, c'est pas juste quelqu'un qui cherche à manipuler des produits, etc. Notamment dans le cas de la musique, la personne veut vivre une expérience spirituelle, donc un sentiment océanique. Ça c'est la façon que Nietzsche a de décrire ce sentiment. Et donc il faut être capable, c'est pas juste une expérience pratique, c'est aussi une expérience humaine particulière et il faut créer des produits qui se prêtent à ce type d'expérience. Donc voilà, donc ça c'est juste quelques exemples pour vous donner ça. Et donc une fois qu'on a ça, on fait un tableau avec donc l'ensemble des étapes de production. Donc là c'est juste, là j'ai pas pris tous les éléments que je vous ai montrés, j'ai juste fait quelques exemples pour vous expliquer la logique. Et donc on met tous les objectifs recherchés là qui figurent dans le tableau. Voilà. Et on demande à un panel représentatif de consommateurs, par exemple, je sais pas, 1000 personnes qui viennent de plein de pays différents, qui viennent de tous les pays que vous ciblez, de noter la forme produit qu'ils utilisent aujourd'hui. Par exemple, on pourrait faire pour le streaming, est-ce que vous êtes, et on leur pose 2 questions, est-ce que vous trouvez que c'est important ou pas important, selon vous, de minimiser le temps qu'il faut pour être informé des nouveautés musicales? Ça, c'était la 0,2. Est-ce que c'est important ou pas important? Et est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait de ce que le streaming vous offre pour minimiser le temps qu'il faut pour être informé des nouveautés musicales? Et donc, une fois qu'on fait ça, donc on a des valeurs numériques qui apparaissent à droite. Et on voit que il y a certains éléments qui sont très importants, comme la 505, et où les gens ne sont pas satisfaits. Et à l'inverse, c'est des choses qui sont la 0,2, qui sont très importants, non, qui ne sont pas importants, et où les gens sont satisfaits. Donc typiquement, on va plutôt orienter son effort d'innovation plutôt sur les éléments qui sont très importants pour le client et pour lesquels il n'est pas satisfait avec les produits existants. Donc c'est ce que j'ai essayé d'évoquer ici. Donc le point de départ, c'est ce que le consommateur peine à faire. Donc les choses les plus importantes et les moins satisfaisantes.
j'aimerais vous attirer votre attention sur la taille du marché. Donc, comme j'ai expliqué, donc c'est la définition que j'ai de la valorisation du marché est différente de celle de Philippe Kotler. Et en fait, par exemple, aujourd'hui, il y a encore des gens qui utilisent le 45 tours. Et donc, si on veut valoriser le marché de la musique, il faut prendre le prix pondéré de tous les outils que les gens utilisent pour écouter de la musique, fois le nombre de chacun de ces outils, ce qui donne la formule ici, évoquée ici. Alors, ensuite, une fois que vous avez ça, vous voyez qu'il y a certains objectifs recherchés qui sont pas très importants et qui sont plus ou moins satisfaisants. Donc, si vous orientez votre effort là-dessus, vous allez développer une invention. C'est-à-dire quelque chose que quelqu'un va peut-être acheter une fois, ou quelque chose que quelqu'un va peut-être jamais acheter, mais quelque chose qui est nouveau. Voilà. Si vous orientez votre effort sur ce qui est important, mais ce qui est satisfaisant, les gens vont peut-être l'acheter une ou deux fois, parce qu'ils trouvent ça curieux. Et ils aiment bien la nouveauté, donc ils disent tiens, j'aimerais bien avoir ça chez moi, et donc voilà. Mais comme ils sont satisfaits avec ce qu'ils ont déjà, ils ne vont pas utiliser cet outil de manière pérenne. Et donc c'est pour ça que vous devez orienter votre effort d'investissement, votre effort de ressources, votre énergie intellectuelle et votre temps dans des éléments qui sont très importants pour le client, qui répondent à un marché qui est vaste. Donc la taille du marché figure avec la taille des bulles, et qui sont pas satisfaisants. Et donc on voit que la 505, maximiser le sentiment d'être transporté, d'être ailleurs dans notre époque, ça c'est très important, et c'est pas satisfaisant. C'est le cas aussi de la numéro 100 et la 501. Et donc là vous allez faire un autre test benveniste pour vous assurer que votre équipe d'innovateurs, vous-même, si c'est vous l'innovateur, parce que peut-être que vous avez créé une start-up, dans un dialogue avec le consommateur dans les conditions évoquées tout à l'heure, vous pouvez restituer ce qui lui semble être le plus important et le moins satisfaisant. Et ce qui est aussi les autres éléments qui ne sont pas importants et satisfaisants. Donc, ce test-là, il porte sur ce que le client cherche à faire. Donc, il n'y a aucune notion de forme produit. Dans ce test-là que je vous propose, c'est tout à l'heure c'était la rationalité de l'acte d'achat. Là c'est la finalité du consommateur, et vous ne parlez jamais du produit que vous êtes en train de développer. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, je pense que vous avez beaucoup de très bons éléments pour avoir trouvé un bon problème. Vous avez trouvé un problème qui est très important pour vos clients, pour lesquels ils ne sont pas satisfaits avec l'offre existante aujourd'hui. Vous avez trouvé un problème qui concerne la classe moyenne mondiale. Donc vous n'innovez pas pour vos amis et votre famille et tous vos amis à Centrale. Vous innovez pour les classes moyennes mondiales, donc les classes moyennes qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Amérique du Nord, qui viennent d'Amérique du Sud. Vous êtes mis dans des conditions de test et on a pu vérifier que vous maîtrisiez la rationalité de l'acte d'achat de vos consommateurs, que vous compreniez ce qu'ils cherchaient à faire au-delà de l'utilisation d'un simple produit. Et donc tout ça est très positif, et donc c'est génial. Et donc on peut dire que vous avez trouvé un problème qui est important. Et donc maintenant il faut passer à la solution. Alors j'aimerais évoquer quelques éléments généraux. Donc chez Google, on fait des Moonshot Projects, et l'idée de base derrière ça, c'est que le produit que vous développez, il doit apporter une amélioration de 10x par rapport à l'existant. Donc si par exemple, on suppose que les gens estiment que c'est trop compliqué d'écouter de la musique avec le streaming. On suppose que c'est ça c'est un des axes que vous avez identifié. Donc, et que, mettons, il faut 1 heure pour écouter de la musique, complètement. Donc là, vous allez multiplier par 10. Enfin, c'est pas 10 heures, hein, mais ça serait 10 minutes, par exemple, ou 6 minutes. S'il faut 100 manipulations sur l'iPhone pour écouter de la musique, ça va passer à 10 manipulations. Voilà, donc en fait, il faut trouver une fois que vous avez trouvé la difficulté qui est celle si ça coûte 100 € pour acheter tout l'équipement pour écouter de la musique, grâce à votre nouvelle solution, ça va coûter 10 €.
Voilà, donc c'est 10x l'amélioration qu'il faut apporter. Et donc là, en fait, c'est 10x appliqué aux 3 éléments qu'on a identifiés tout à l'heure, qui sont donc maximiser le sentiment de proximité avec le génie artistique, minimiser le coût total, etc. Alors, comment est-ce que vous allez développer cette solution? Moi, ma conviction, et je pense que c'est une conviction qui est largement partagée, c'est que vous allez choisir une technologie de nature digitale. Pourquoi est-ce que vous allez choisir une technologie de nature digitale? Parce que au cours du XXe siècle, si on regarde le comportement de l'amélioration de la technologie digitale, on voit qu'elle est exponentielle. En dépit de changements de paradigme technologique, puisqu'il y a différents moments, on est passé du transistor au microprocesseur, etc. Donc, par exemple, là, ici, il y a le nombre d'instructions par seconde qui figure en axe des ordonnées, et on est sur un incrément qui est en multiplication. Donc là, c'est 10 puissance moins 10, quand on a du mal à voir de là où vous êtes, je pense. 10 puissance moins 10, moins 4, moins 2, 1, 10 puissance 2, etc. Et on voit qu'au cours du XXe siècle, alors qu'il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu la crise économique, il y a eu la révolution culturelle en Chine, il y a eu plein d'autres choses, eh bien, finalement, l'amélioration des capacités de calcul et de la vitesse de calcul est restée exponentielle. Et ça, c'est très remarquable parce que la technologie digitale vient se substituer à une autre technologie, qui est la technologie mécanique, qui est très présente dans l'automobile, notamment au début du XXe siècle. Et la technologie mécanique, elle, au cours du XXe siècle, elle a offert des améliorations linéaires. Et donc, si vous choisissez une technologie digitale plutôt qu'une technologie mécanique, vous allez vous arrimer à quelque chose qui apporte des améliorations exponentielles, alors que si vous choisissez la technologie mécanique, vous n'aurez que des améliorations linéaires et incrémentales. Et donc, la première raison pour laquelle il faut choisir la technologie digitale, c'est qu'elle offre une amélioration de l'appareil de production qui est exponentielle. Il faut également donc faire usage de fertilisation croisée, donc une sirène. Une sirène, c'est une créature qui n'existe pas, mais qui est le résultat de la combinaison entre donc, une femme et un poisson. Et finalement, l'innovation procède toujours de cette manière-là. Par exemple, les pages jaunes, c'est l'information, le fait que la personne cherche une information avec la technologie de l'imprimerie. Et Google, c'est la même chose. La personne cherche une information, mais c'est associé aux technologies digitales. Et donc en fait, l'innovation fonctionne toujours en associant ce qu'un consommateur cherche à faire. Et j'ai essayé d'expliquer comment vous pourriez réussir à identifier ce que le consommateur cherche à faire avec l'analyse précédente, avec la technologie la plus moderne de l'époque. Alors, ça pose la question de quelle est la technologie du futur, quel est le prochain paradigme technologique. Donc on voit que si on regarde l'histoire de la musique, il y a eu différents paradigmes technologiques depuis 70 ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur ce que pourrait être le paradigme technologique du futur. Et donc moi, je n'ai pas la réponse sur ce que va être cette technologie du futur, mais si on regarde les investissements qui ont été faits par un certain nombre de grands acteurs comme Facebook, et si on regarde les recommandations d'entreprises de banques comme Goldman Sachs, eh bien, on peut dire que la réalité virtuelle, ça fait partie des technologies qui pourraient être la technologie dominante du futur. Et donc, à ce moment-là, si votre objectif, c'est de créer une nouvelle forme de produit dans le domaine de la musique, pour continuer l'exemple qu'on a jusqu'à présent, eh bien, vous allez chercher à associer la réalité virtuelle avec les 3 éléments qu'on a identifiés tout à l'heure, donc le fait d'être plus proche du génie artistique, le fait que ça coûte moins cher, et le fait d'être transporté, d'être ailleurs dans une autre époque. Autrement dit, vous n'allez pas pousser la réalité virtuelle en tant que telle. Vous allez d'abord chercher à répondre à un problème important et non satisfait, enfin un problème pour lequel le client n'est pas satisfait aujourd'hui, un problème qui répond à un vaste marché, et là vous allez utiliser la réalité virtuelle pour répondre à ce sujet-là. Et là on voit que vous pourriez, par exemple, avec la réalité virtuelle, si vous êtes coincé dans les transports et que votre chanteur préféré il va jouer à Rio, hop, vous mettez la case de réalité virtuelle et vous la transportez dans un autre pays, dans un autre lieu, etc. Vous pouvez être dans le public, ce
qui figure en haut à gauche, ou bien avec le chanteur en haut à droite. Ou alors, sur le bas, donc des photos de Woodstock, sans doute à partir de 2025 ou peut-être en 2030, on pourra reconstituer des moments du passé par réalité virtuelle, et vous pourrez vous transporter à des moments très importants dans l'industrie musique, enfin, dans l'histoire de la musique. Ma marraine est allée à Woodstock et elle me dit que c'était absolument extraordinaire, que c'était génial, qu'il aurait fallu y être. Et donc, moi, j'existais pas, je pense que c'était votre cas aussi. Donc c'est malheureux, mais c'est ainsi. Mais avec la réalité virtuelle, on pourra reconstituer des mondes en réalité virtuelle dans le passé, et on pourra retourner à des moments importants dans la musique. Et donc c'est comme ça, on peut maximiser le sentiment d'être transporté, d'être ailleurs dans une autre époque, avec la réalité virtuelle. On peut aussi maximiser le sentiment d'être de proximité avec le génie artistique. Par exemple, vous pourriez vous transporter être proche du musicien quand il crée, quand il écrit les mélodies qu'il va commercialiser. C'est une idée. Et puis donc, il faut vraiment regarder. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les gens allaient dépenser 5% des $1000 par an sur la musique. Là, c'est le moment où il faut faire des calculs mentaux. Ça fait combien 5% de $1000 ? 50 $. Donc vous devez développer quelque chose qui coûte qui coûte moins que 50 $, parce que vous devez faire un profit. Donc il faut que ça coûte 25 $. Donc vous devez développer un truc à base de réalité virtuelle qui coûte 25 $ et qui permet de faire les trois choses qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors les trois choses, mais en fait il y a plus que trois choses, mais c'est juste un exemple. Vous devez enfin utiliser les effets de réseau comme barrière à l'entrée. Donc la barrière à l'entrée, c'est un acte de défense concurrentielle. Et typiquement, le fait donc, Facebook, quand vous avez un ami supplémentaire qui va sur Facebook, on suppose qu'il n'avait pas de compte, ça vous apporte un bénéfice à vous, sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Mais si vous avez un ami qui utilise Hotmail plutôt que Gmail, voilà, ça ne vous apporte aucun bénéfice, parce qu'avec Gmail, vous pourriez aussi lui envoyer un email, de même qu'avec Hotmail. Et donc, dans certains cas, il y a une viralité. Par exemple, il y a 10 ans, Hotmail, tout le monde pensait qu'il fallait être sur Hotmail. Mais il n'y a aucun effet de réseau. Ça n'apporte aucun bénéfice à vous qu'il y ait un de vos amis en plus qui soit sur Hotmail. Tandis que ça vous apporte un bénéfice indirect quand un de vos amis va sur Facebook, parce que vous pouvez le voir sur Facebook, etc. Enfin, je vous invite à créer, si vous êtes entrepreneur ou si vous devenez dirigeant, à créer toujours deux formes de produits. Une forme de produit qui est un gadget, qui figure à gauche. Donc ça, c'est l'iPhone Gadget que Steve Jobs avait demandé qu'on fabrique. Et on voit qu'il y a bien une technologie mécanique pour composer le numéro. On faisait comme ça pour faire 1, 2, 3, 4, etc. Et sur la droite, donc l'iPhone digital, qui a été présenté donc, en 2007, en janvier 2007. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le premier iPhone, c'est l'iPhone 3. C'est parce qu'il y a eu l'iPhone 1 et l'iPhone 2. L'un était une invention et l'autre était un gadget. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à bien comprendre la différence entre innovation et gadget. Vous allez faire donc un autre test bien mené, ce sera le dernier, je pense, où vous allez mesurer cette fois-ci l'appropriation du consommateur. Comment est-ce que votre consommateur s'approprie l'innovation que vous avez fabriquée? Est-ce que c'est facile d'utilisation pour lui? Est-ce que vous-même, vous, innovateur, vous êtes capable de vous faire passer pour un client qui découvre le produit pour la première fois, alors que ça fait 1 an que vous arrachez les cheveux dessus et que vous vous demandez comment on peut, s'il faut mettre le bouton truc à gauche ou à droite. Et donc, est-ce que vous êtes capable, vous, de vous faire passer pour un client? Si c'est le cas, ça veut dire que vous avez maintenu une forme de fraîcheur et que vous avez un recul critique par rapport à ce que vous fabriquez. Et ça, c'est très important si vous voulez réussir à innover. Donc, Jean-Marc Patouillot, c'est l'autre directeur général de Partech. Il est en train de créer un fonds à Saclay, donc, ici à la centrale, notamment avec Centrale. Et donc, peut-être serez-vous amené à séduire les investisseurs de Partech, ou d'autres investisseurs qui sont dans le fonds de Saclay. Et pour séduire un investisseur, selon Jean-Marc Patouillot,
Il faut identifier un pain point, donc c'est le problème dont on a parlé tout à l'heure, donc un problème important qui rencontre un marché qui est vaste. Il faut avoir une équipe de management qui est faite de personnes qui ont une compétence, qui comprennent les clients, qui comprennent le marché, et qui est aussi de gens qui comprennent la technologie. Donc à la fois des gens qui comprennent le problème, c'était la première partie de mon propos, et aussi des gens qui savent fabriquer une solution, c'est la deuxième partie de mon propos. Il faut être au bon moment sur le marché, ni trop tôt ni trop tard. Et moi, je pense qu'un bon indicateur, c'est le prix de ce que vous êtes capable de ce que vous allez fabriquer, et qui doit être dans le budget des ménages. C'est-à-dire que les ménages ne doivent pas dépenser davantage d'argent qu'ils ne dépensent aujourd'hui pour se procurer l'innovation que vous proposez. Et donc l'innovation que vous proposez viendrait se substituer à la forme produit qu'ils ont aujourd'hui. Et votre innovation doit être au même prix ou moins cher que la forme produit existante. Voilà, et donc il faut créer une équipe diversifiée, faite de gens qui s'intéressent au problème pour 50%, ainsi qu'à la solution pour les 50 autres pourcents. Et avec tout ça, vous allez peut-être fabriquer des innovations comme l'iPhone qui, à différents moments, ont été capables de s'arroger 70% des parts de profit pour seulement 15% des parts de marché. On est arrivé au deuxième trimestre 2015 à un record où l'iPhone s'est arrogé 104% des parts de profit pour 15% des parts de marché. C'est-à-dire que l'iPhone, il y avait d'autres constructeurs qui avaient des pertes et l'iPhone était capable de s'accaparer les pertes des autres constructeurs, donc plus que 100% des parts de profit. C'est considérable. Alors, on m'a parfois demandé ce qu'il faudrait faire en France pour mieux réussir l'innovation. Et vous savez que moi, je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai pas de culture du secteur public. Donc, j'ai pas l'habitude de penser comme ça. Mais s'il fallait faire quelque chose en France, il faudrait créer 10 000 startups. Et là, il y a donc Xavier Niel qui crée la station F, qui figure à droite, donc qui sera le futur plus grand incubateur au monde et qui va accueillir 1 millier de startups. Donc il en faudrait 10 000 des startups, mais 10 000 startups qui traitent des problèmes très vastes, très importants, qui concernent la classe moyenne mondiale, pas juste, comme j'ai dit tout à l'heure, la famille et les amis, et qui fabriquent des solutions qui sont digitales, qui sont modernes et qui apportent une amélioration de 10x par rapport à la situation existante. Donc on a le cas de Ludovic Lement, qui est le fondateur de Sigfox, qui est une licorne, donc une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, et qui est leader dans l'Internet des objets. Donc c'est un très bon exemple des entreprises à vocation mondiale qu'on pourrait fabriquer, qu'on pourrait développer en France. Donc si on résume mon propos, donc pourquoi il faut innover? Parce que ça nous a réussi dans le passé, parce que c'est la seule manière de maintenir sa position concurrentielle. Et comment il faut innover? Il faut innover en trouvant un problème qui concerne un marché très vaste, qui concerne des dimensions très importantes pour le client, pour lequel il n'est pas satisfait. Et ensuite, il faut innover avec des technologies digitales, en apportant une amélioration de 10x par rapport à ce qui existe déjà, tout en respectant les contraintes budgétaires des ménages que vous ciblez. Voilà donc à peu près ce qui constitue mon propos sur l'innovation. J'espère que j'ai montré en quoi l'innovation est un vecteur majeur de compétitivité et de croissance jusqu'en 2030. Merci.